Kamine Fofana dans un instant, donc la parole à M. Sidi Touré, voilà, qui a observé jusqu'ici un long silence depuis voilà, qu'il a été expulsé de sa résidence qui fait l'objet aujourd'hui de contentieux devant la justice avec le CNRD. Oui, monsieur Sidia qui n'est pas très loquace et qui parle peu et de plus en plus il s'étue. Vous savez... observant la situation de loin. Ouais. Bien évidemment la situation de loin, comme Selou Dalen Diallo, ils sont comme des exilés aujourd'hui. On ne le dira pas avec euphémisme qu'ils sont contraints en réalité à un exil forcé, à rester loin de la Guinée. Mais ils continuent à travers leur réseau, leur lieutenant resté à Conakry, à tenir donc la maison. Bien, alors donc on va aller tout droit au but avec notre invité précis du jour, M. Sidi Touré, président de l'UFR, ancien Premier ministre, en direct d'Abidjan. Bonjour à vous, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur Film FM de nouveau et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Talibé Bari. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de l'AN du CNRD, les Guinéens sont divisés entre célébration et commémoration. Quelle lecture faites-vous donc de cette journée du 5 septembre 2022? Écoutez, merci de me donner l'occasion de m'adresser à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu cette opportunité-là. Ce que je peux dire, c'est que j'ai d'abord été surpris par le fait que une transition célèbre un anniversaire. Ça me paraît assez anachronique. Comme son nom l'indique, la transition, c'est quelque chose qui passe. Et quand vous voyez tout ce qui a été déployé hier avec des photos qui sont affichées partout, notamment au Palais du Peuple, ça vous donne des inquiétudes et vous commencez à réfléchir pour savoir de quoi s'agit-il. Donc vraiment, j'ai été très surpris. Pour nous, ceci devrait correspondre à la période où on avait pris de l'avancée dans le cadre des discussions, des dialogues structurés pour qu'on puisse aboutir à des élections. C'est la seule chose qui vaille la peine. Donc, je n'ai pas entendu parler de ça. Je ne tire pas d'autre conclusion que le fait qu'on a tourné le dos à tout ce qui pouvait se faire pour que la transition s'achève. Bien. Oui, Lincoln. Oui, Monsieur le Président, je bondis sur cette intervention pour dire qu'hier, tout ce qui accompagnait en tout cas le folklore, l'anniversaire, le festival, était adoubé. Mais de l'autre côté de Conakry, il y avait encore des forces de l'ordre qui quand même refusaient que d'autres Guinéens disent peut-être ce qu'ils pensent de cette transition. La désapprobation. Et vous réagissez à cela. C'est que Aliou Ba dans une tribune décrit le comble du paradoxe et du mépris. Non, je crois que le président de la transition devrait réfléchir à tout ça et vraiment ouvrir bien les yeux. Moi, j'ai vu des images hier sur les réseaux sociaux, notamment de la sortie du Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. Ouais. Et de tout ce qui a été fait comme réception de Kaloum jusqu'à Conakry, jusqu'à Gessia, jusqu'à l'aéroport, jusqu'à partout d'ailleurs, jusqu'à Sonfonia. Vous regardez ça et vous regardez les images d'hier. Vous vous rendez compte qu'il y a une réelle dichotomie. À partir de là, réellement, on fait une pause, on s'assoit, on regarde, puis on se dit, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que faut-il faire? Je crois que ceux qui ne conseillent pas d'aller dans ce sens-là sont réellement de mauvais conseils pour lui. Alors, monsieur le Premier ministre, parlons à présent de votre résidence de la minière qui est désormais attribuée au Bureau guinéen des droits d'auteur. Je vais parler du BGDA. Une requête a été introduite par vos conseils pour mettre dehors, il faut le dire ainsi, ce BGDA. Est-ce que vous espérez avoir gain de cause? Écoutez, moi je ne voudrais pas faire une émission de radio pour parler de ma résidence. Les questions personnelles, j'ai laissé ça à mes avocats. Je voudrais qu'on débatte de la transition. Les avocats vont mener ce débat jusque là où ça va s'arrêter. Ce qui est clair, c'est que j'ai mes documents et j'ai la conscience tranquille sur le fait que ma propriété est ma propriété. C'est tout.
Voilà qui est dit. Hein. Voilà, on continue avec vous à Koumba Diallo. Monsieur le Président, on avait entendu, en tout cas au lendemain de la prise du pouvoir, je parle du 5 septembre 2021, que la justice sera désormais la boussole. Est-ce que vous avez l'impression que cette boussole dispose toujours ses aiguilles pour indiquer la direction à suivre? Et aussi, puisque je parle de la justice, j'aimerais avoir votre lecture sur les activités de la Cour de répression des infractions économiques et financières, et aussi quelle est votre lecture de la situation économique et financière du pays. Je sais que c'est votre domaine. D'abord, justice, boussole de la transition. Hein. Ouais. Oui, bon, écoutez, hein, vous savez, le dérapage en Guinée, c'est rapide. Je crois, j'écoutais Makale tantôt. Le chef de l'État, il a fort à faire. Vous venez avec les bonnes intentions, mais le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous avez des shaitans partout qui tirent à gauche, à droite. Il faut avoir la tête froide pour pouvoir avancer. Je crois qu'on a effectivement perdu un peu le nord. Nous avons des prisonniers politiques sociaux qui sont là-bas et qui, réellement, je ne vois pas pour quelle raison, quelqu'un comme le secrétaire exécutif de mon parti, je crois, a été arrêté. Je n'en ai aucune espèce d'idée. D'ailleurs, c'est le seul responsable du parti politique qui a été arrêté. Ouais. Donc, je ne sais pas. Il y a également le responsable du FNTC, qui est Ibrahima Diallo. Ça, c'est un problème qui est totalement inutile. Et j'estime que, effectivement, la justice ne passe pas. En ce qui concerne la CRIEF, nous avons tous applaudi à cela. Quand je suis arrivé à Conakry le 11 septembre après le coup d'État en 2021, j'ai été reçu, je ne sais plus quel jour, par le colonel pendant 15 ou 20 minutes. Oui, on a parlé de cela. J'ai dit, oui, vous avez une piste en ce qui concerne les audits et tout ça. Mais ça devrait être mené par des professionnels. On ne se lève pas pour mettre la main sur les gens et puis après on se demande, bon, au fond, pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés? C'est assez simple, il faut constituer des dossiers pour cela. C'est un peu tout le drame de cette affaire. Et j'ai déploré la fois dernière le décès de choses... Luceni Camara. Ouais, Luceni Camara. Luceni Camara, qui est un adversaire politique coriace, qui nous a créé énormément de problèmes quand il était à la CENI, ainsi de suite. Mais bon sang, personne ne mérite de mourir dans des conditions comme ça. Je crois que cela vous crée une rupture avec la population, et quand les gens sont morts, on ne peut pas faire grand-chose avec, hein. Donc c'est terminé. Il faut faire en sorte que de telles choses n'arrivent plus, les têtes ne repoussent pas. Et ça vous crée un problème avec toute cette population avec laquelle vous n'arrivez jamais à vous réconcilier. Jamais. Maintenant, pour ce qui est de la situation économique, écoutez, elle est bloquée pour des raisons évidentes. La transition en elle-même est une crise. J'ai entendu, il paraît qu'un des responsables a dit qu'il n'y a pas de crise en Guinée. La rupture de l'ordre constitutionnel est une crise. C'est une crise majeure. Et la perception des hommes d'affaires, de tous les investisseurs, est que nous sommes dans une situation provisoire dont on ne connaît pas la suite. Vous ne pouvez pas engager des financements, des investissements dans un cadre qui n'est pas clairement défini. Les gens imaginent que l'économie d'un pays est gérée par l'État. L'État va faire ceci, l'État va faire cela, l'État va faire... La totalité du budget de notre pays, c'est 2 milliards, 2 ou 3 milliards de dollars. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ceux qui mettent de l'argent dans le pays. Ceux-là n'investissent pas dans un cadre perturbé. La Guinée est aujourd'hui victime de cela. Moi, j'avais l'habitude ici depuis pratiquement 20 ans, pour financer mes activités à Conakry, je remettais de l'argent à des commerçants ici qui me donnaient des francs guinéens parce qu'ils payaient des matériaux, des marchandises à Abidjan. Ils envoyaient. La dernière fois, ils m'ont dit non. Nous, on ne prend pas d'argent parce qu'on n'envoie plus de marchandises en Guinée. Donc, voilà la réalité des choses. Dans un cadre pareil, vous ne pouvez pas avoir une économie qui va, quels que soient les décrets que vous signez, les nominations que vous faites, ça ne fonctionne pas.
Bien. Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, ancien PM en direct d'Abidjan sur Film FM. On continue avec vous, cabinet Fofana. Monsieur le Premier ministre, les ministres n'ont pas déclaré encore leurs biens et on ne connaît pas non plus... Depuis un an. Aussi bien les ministres que les membres du CNRD. Exactement, et on ne connaît pas non plus la composition du CNRD. Est-ce que vous pensez que ceci est un grand problème? Oui, c'est une chose qui ne finit pas de m'étonner. J'ai l'impression que nous sommes devant un bois sacré. Chaque fois qu'il y a eu un coup d'État en Guinée, que ce soit au temps de Conté ou de Dadis, les responsables militaires qui ont eu à déposer un régime pour en remettre un autre se sont présentés à la population pour dire voilà ceux qui sont responsables de tout cela. Je ne comprends pas l'idée pour le CNRD de faire en sorte que disons, ses membres soient cachés et que tout cela devienne un secret d'État. C'est très dangereux, parce qu'on a l'impression qu'on nous cache quelque chose. Quant à la déclaration de biens, bon, peut-être c'est le moment de le faire, parce que si vous êtes en mesure d'envoyer les gens à la CRIEF, c'est que vous êtes en mesure également de prouver que vous-même, vous êtes blanc comme neige. Sinon, ça devient très compliqué. C'est la raison pour laquelle on laisse ce genre de choses dans les situations appropriées. Il faut qu'on sache quels sont les membres du CNRD. Ce n'est dirigé contre personne. Le CMRN, on le connaissait. Le CNDD, on le savait. Je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, ceci devient un secret d'État. On ne peut pas, dans aucun pays au monde, ceux qui nous gouvernent ne peuvent être dans une situation aussi bizarre où on ne sait pas qui c'est, qui est là, qui n'est pas là. Ouais. Donc c'est un problème à résoudre parce qu'il y va de la crédibilité de l'ensemble de ce système-là. Oui. Akoumba, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, sur la question de M. Cabinet, je voudrais insister là-dessus, sur la déclaration de patrimoine des personnalités politiquement exposées. Monsieur Touré, il y a le décret numéro 286 du 13 novembre 2020 portant compte tenu du formulaire de déclaration de patrimoine pour des personnalités comme les membres du gouvernement. Mais il y a aussi le décret numéro 219 du 17 août 2017 promulguant la loi contre la corruption, la détection, la répression des infractions économiques et assimilées. On a entendu qu'un haut responsable du gouvernement dire qu'il y a un vide juridique quant à la déclaration de biens. Est-ce que vous avez la même lecture? Non, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Les textes sont là, nous les connaissons. C'est connu de tout le monde. J'estime que franchement, il faut arrêter, quoi. Je pense que si on veut faire la déclaration de biens, les textes dont on dispose sont parfaitement clairs et cela peut se faire. Et moi, je suis parfaitement en phase avec cela. Si même on le demandait au niveau de l'opposition, je serais le premier à venir le faire. Voilà. Bien. Allez, on va poursuivre avec vous, Mamadou Ouri. Diallo, on va s'intéresser au chronogramme de la transition. Justement, en parlant déjà de la déclaration des biens, Monsieur le Premier ministre, il y a le haut cadre qui en a parlé, évoque justement le fait que les textes qui régissent la déclaration des biens sont dissous. Donc, en réalité, on ne peut pas faire recours à un texte qui n'est pas de vigueur. C'est le PM, c'est l'actuel PM qui l'a dit. C'est l'argument qu'il a avancé, et pour lui... Que les textes sont dissous. Qu'est-ce que ça veut dire que les textes sont dissous? Puisque, en fait, qui ne sont plus en vigueur. Donc, on ne peut pas faire recours à un texte qui n'est pas en vigueur. Évidemment, eux, à leur arrivée. Non, attendez, c'est pour remettre les lois nationales. C'est seulement la Constitution qui est suspendue. C'est ce que le PM a dit. Je rapporte ce qu'il a dit. S'il vous plaît, il ne faut pas nous crétiniser. Quand vous avez un document pareil et que vous n'avez plus, vous sortez un document, quel que soit voté au CNT ou je ne sais où, pour dire que ces textes sont rapportés. Bien. Si ces textes ne sont pas rapportés, ils sont en vigueur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Quand je suis arrivé à la primature en 1996, nous avions des textes de la Révolution qu'on a dû rapporter pour faciliter les investissements en Guinée parce que les gens étaient ménagés de pendaison en cas de ceci ou de cela. Si vous ne les avez pas rapportés, ils sont encore en vigueur. Donc, de grâce,
Alors, bien. En parlant du chronogramme de la transition, vous voyez que le gouvernement insiste et son porte-parole l'a réitéré ici hier, c'est que les 36 mois ont commencé dès l'annonce ou sinon la publication de tout ça par le CNT. Donc vous êtes de votre côté, vous êtes devant le fait accompli que cette transition va durer 36 mois. Ouais. Là, bien sûr que c'est ce que nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas cette durée de la transition, et ça nous l'avons très bien expliqué au niveau de la CEDEAO. Nous n'acceptons pas la violation des libertés fondamentales, les droits de manifester et tout cela. Pratiquement, nous assistons à un retour à l'ordre ancien. Nous souhaitons qu'il y ait un cadre de dialogue formaté, organisé, qui nous permette vraiment de discuter de ces questions-là. Et une partie ne peut pas s'asseoir et dire que nous sommes là pratiquement pour 5 ans. Ça n'a pas beaucoup de sens. À moins que nous assistons dès maintenant en Guinée à l'instauration d'une dictature. Voilà. Bien, Talibé Bade, on reste sur le chronogramme de 36 mois. Oui, mais monsieur le Premier ministre, le porte-parole du gouvernement ainsi que le porte-parole de la présidence, le colonel Amara, disait que la Guinée ne peut pas envisager une transition sans un fichier crédible et cela passe nécessairement par le RGPH, le recensement général de la population, et le RAVEC pour en arriver à un nouveau fichier qu'ils espèrent crédible. Est-ce que, pour vous, la Guinée peut bien aller à une élection sur la base du fichier qui a servi en tout cas en 2020, lors du double scrutin et de la présidentielle? Pour enchérir, pour le CNRD et les membres du gouvernement, ces deux types de recensement sont donc la raison qui expliquerait un tel chronogramme de 36 mois. Nulle part dans aucun pays, le fichier électoral ne sort du recensement général de la population. Nulle part. Donc, si vous voulez faire un recensement, disons, une révision du fichier électoral, moi je suis pour la révision à partir du fichier de 2010. Ceci est parfaitement faisable. Mais tout ce que nous sommes en train de dire, nous venons d'épuiser 12 mois. À quel moment vous avez vu la transition guinéenne poser un acte allant dans le sens de la réalisation d'un de ses objectifs? En un an, nulle part. Ah bon, peut-être qu'on devrait les voir un peu à la tâche. Personne ne sait à quel moment la discussion a commencé sur la Constitution. On ne voit nulle part quelqu'un qui commence à parler ou à discuter sur le fichier. Donc apparemment, bon, on gagne du temps. Entre-temps, on gagne du temps. Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, ancien Premier ministre en direct sur FUM FM. On continue avec vous, Ibrahima Sorli. Oui, monsieur le président, hier, le porte-parole du gouvernement était avec nous dans cette émission où il a dit clairement que le gouvernement interdit les manifestations parce qu'il n'a pas les moyens de les encadrer. Vous, ancien PM de ce pays, comment vous réagissez à cette sortie de monsieur Ousmane Gawal Diallo? Bon. Écoutez, je suis vraiment assez perplexe parce que Ousmane Gawal, nous nous sommes retrouvés ensemble dans des manifestations. Encadrer, ça veut dire quoi? Nous avons fait des manifestations, même au temps du FNDC avec Alpha. Certaines de nos manifestations ont été encadrées et nous avons eu 200, 300 000 personnes dans la rue. Il n'y a pas eu un œuf de café. Donc, je pense que non, ça ne correspond pas à la réalité des faits. Hier, par exemple, ce dont vous me parlez, c'est que d'un côté, on réprimait des manifestations et de l'autre, on encourageait des manifestations. Alors, bon, il faut savoir, est-ce que l'encadrement des manifestations dépend du sens que cela prend en faveur ou non du CNRD et que les autres sont réprimés parce qu'ils ne sont pas dans le sens de leurs objectifs? Toute manifestation peut être encadrée. En France, vous avez vu, même les manifestations des Gilets jaunes n'ont pas débordé parce qu'on les a encadrés. Donc, il n'y a pas de volonté de le faire. Sinon, cela est possible. Il n'y a même pas de discussion possible là-dessus. Et d'ailleurs, pour mettre fin à tout cela, il faut ouvrir un cadre de dialogue, bon sang. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à créer un dialogue formaté dans lequel nous allons pouvoir nous retrouver les uns les autres pour discuter de l'avenir de ce pays. Il est temps, parce que l'année qu'on vient de passer a une année dramatique pour l'économie de ce pays.
Ne passons notre temps à parler des mines. Est-ce que vous regardez la vie de nos paysans, 70% de notre pays, qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant un an? Qu'a-t-on fait pour eux pendant toute cette période-là? Il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Vous me tendez la perche, monsieur le président de l'UFR, sur la question du dialogue, justement. Parce que vous disiez, pourquoi ne pas se retrouver les uns les autres? Il y a justement la question du format, du dialogue qui fait objet de débat. On a vu le médiateur à la tâche. L'ancien Premier ministre, Mohamed Beyavogui, s'est échiné également à mettre en place ce qu'il appelait un véritable cadre de dialogue. Aujourd'hui, son successeur semble reprendre la main sur cette initiative. Pour vous, faut-il permettre, comme vous l'avez dit, aux uns aux autres, donc à tout le monde, de se retrouver autour d'une même table de dialogue, ou bien il faut en écarter ceux qui n'ont pas de choses à reprocher à la conduite actuelle de la transition, c'est-à-dire des coalitions qui sont étiquetées pro-CNRD devraient être mises de côté, donc ne devraient pas participer à ce dialogue. Vous savez, j'ai pour habitude de parler franchement aux uns aux autres. Oui. Vous êtes FIM FM. Quand on va commencer un débat sur les radios, pourquoi est-ce que c'est vous qu'on va appeler, non pas la radio de Coligero qui émet aussi? C'est que vous êtes représentatif de quelque chose. Nous avons eu ici le CNT, quelle que soit la manière dont c'est fait, il n'y a eu que 15 représentations des partis politiques. Pourquoi il n'y en a pas 150 à partir de 150 partis politiques? Qui a fait ce choix-là? Ils font le même choix pour qu'on aille au dialogue, si on veut discuter. Et ce n'est pas la première fois que nous faisons un dialogue en Guinée. Nous l'avons fait avec Saïd Djinit, ce sont les partis représentatifs qui sont venus. Et aujourd'hui, la présence du RPG, plus du FDG, du FR, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui reste de la classe politique qui n'est pas représentée. Nous, avec le FNDC, nous manifestons contre la manière dont comment on dit ça, le pouvoir de la transition est mené. Ouais. Il est facile d'instaurer un cadre de dialogue. Je suis en Côte d'Ivoire ici, il y a quelques mois, un cadre de dialogue a été ouvert à la primature ici, il y a 100 partis, on a choisi 12. Se sont réunis à la primature, ce sont les 12 principaux qui avaient des représentants à l'Assemblée nationale. Et puis voilà, la discussion a commencé et ils ont terminé par des accords qui ont été appliqués au fur et à mesure. On ne peut pas faire un tel débat avec 150 partis. Sinon, on aurait envoyé les 150 partis au CNT. C'est pas nous qui les avons envoyés là-bas, c'est eux qui les ont choisis. Selon quels critères ils les ont envoyés? Nous, on nous a dit de désigner quelqu'un parce qu'ils considèrent que l'UFR devait désigner quelqu'un. Donc, je crois que c'est exactement la même chose. Il faut arrêter de se braguer un peu. Monsieur le Premier ministre, ça s'appelle de l'exclusion. J'ai dit au CNT, on les a exclus aussi alors. Non, mais ça s'appelle de l'exclusion. C'est différent du cap du CNT, évidemment. Parce que lorsque vous dites les partis politiques, entre guillemets, qui ne sont pas représentatifs, ne siègent pas autour du dialogue, je crois que c'est de l'exclusion pure et simple, monsieur le Premier ministre. Kaba, comment est-ce qu'on a désigné les partis politiques qui ont occupé les 15 postes qui étaient réservés aux partis politiques au CNT? Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire. Les partis les plus importants. Non, il faut être sérieux. On a pris les partis les plus importants. C'est tout. C'est pas autre chose. Bien, alors cette question, monsieur le Premier ministre, cette question d'un auditeur, le FNDC politique, et notamment l'UFR, votre parti politique, êtes-vous prêt à participer à un cadre de dialogue qui mettrait donc tout le monde donc face à face, comme voilà, cela a été d'ailleurs le cas depuis que cette transition a commencé. On a vu le ministre Mori Condé regrouper tout le monde dans le cadre de ce cadre de concertation. Et donc, est-ce que votre exigence est de dire si il n'y a pas ce face à face, ce format qui mettrait en face le CNRD et les partis donc qui ont des choses à reprocher à la manière de faire, la manière de conduire de cette transition, si ce n'est pas ce format, voilà, il ne faut pas compter sur l'UFR. Mais cela est évident. Quand le médiateur est venu à Conakry, il nous a pris de côté le RPG, l'UFR, le RPG et autres, le CORED pour faire une discussion.
de 3 heures. Mais pourquoi? Il a pris les partis qui sont représentatifs et qui, avec le FNDC, organisent des manifestations parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la conduite de la transition. De toute façon, vous ne discutez qu'avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Cela va de soi. Mais monsieur le Premier ministre, est-ce que dans ce cas, on peut envisager un dialogue qui exclurait de facto quelqu'un comme Lansana Kouyaté? Faya Milimono. Justement. Mais ça n'exclut personne. Je vous dis simplement que vous reprenez le cadre du CNT. Ce n'est pas l'opposition qui a choisi les partis politiques qui ont été représentés par 15 personnes au CNT sur 150 partis. Ben, ils n'ont qu'à prendre le même format pour trouver 15 personnes. Si tout le monde est ceux qui sont dedans, nous on les accepte à condition que nous, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas discuter à 150, 200, c'est pas possible. Alors, donc, si on comprend bien, c'est le nombre qui importe plus que les positionnements des uns et des autres sur la conduite de la transition. Mais bien sûr que le positionnement importe, mais en même temps, le nombre importe. Ceux qui ont 150, ils peuvent aussi se choisir, comme ils l'ont fait pour le CNT, 10 personnes qui vont se mettre avec le CNRD en face de nous. Bien, on va essayer d'avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions importantes? Oui. Toujours sur le dialogue, certains diraient que le format idéal, justement, qui exclurait des exclusions, c'est un peu le dialogue syncrétique, organisé. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, votre interlocuteur, c'est le CNRD. L'interlocuteur de la coalition de Lansana Kouyaté, c'est le CNRD. Mais au lieu de mettre 150 partis dans la même salle, comme vous le contestez, effectivement, le CNRD face à l'ANAD et à la CORED et tous ceux qui contestent, dialoguent et opposent leur schéma sur la transition. Et puis, évidemment, en présence du G5, en présence du médiateur, après, séparément, on rencontre les Lansana Kouyaté, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle dialogue syncrétique organisé. Ouais. Est-ce qu'un tel format vous conviendrait? Ce que nous avons fait avec Saïd Zinit, les 4 principaux partis à l'époque ont été désignés, plus les forces vives et le responsable principal des syndicats à l'époque. Et nous avons discuté avec le médiateur qui avait été envoyé. Et d'ailleurs aussi après les violences de 2009, ce sont ces mêmes responsables de partis politiques qui ont été invités à Abuja par la CEDEAO pour essayer de débattre de la situation en Guinée. Donc vous ne pouvez pas exclure l'idée de la représentativité, ce n'est pas possible. J'étais en train de dire tantôt que si on parle des radios en Guinée, vous ne dites pas on va en salle là-bas ramener tous ceux qui ont une radio en Guinée. On dit non, la représentation sera un film FM et ainsi de suite. C'est bien cela, non? Cela ne veut pas dire qu'on exclut qui que ce soit. Ils ont le temps de grandir aussi. Eh bien, Sidi Touré, président de l'UFR, ancien Premier ministre en direct. Oui, vous continuez. Monsieur le Président, l'une des raisons évoquées pour perpétrer le coup de force 5 septembre, j'y parviens, était d'éviter les erreurs du passé. Vous avez tout à l'heure rappelé l'incarcération actuellement des acteurs sociopolitiques, mais aussi la répression des manifestations. Est-ce que pour vous, les erreurs du passé reviennent de plus belle ou qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Écoutez, il y a un problème réellement, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Hein. Il y a un problème d'expérience, si vous voulez, de la gestion de la chose publique. De niveau? Si la volonté... Non, c'est l'expérience. L'expérience. Ouais. Et la compétence, peut-être. Je n'ai pas l'expérience de tirer des coups de feu. Vous ne pouvez pas me dire que le bonhomme qui est arrivé aujourd'hui, après avoir tiré des coups de feu, en sait plus sur la gestion de l'État que moi qui ai fait 30 ans à faire ça. C'est ça la réalité. Nous sommes en face de vrais problèmes. Khalé l'a dit tantôt, il faut arrêter de tourner en rond. Nous devons faire avancer ce pays et on n'est pas sur cette voie. On est en train d'ergoter de savoir qui reste, qui part. Je l'ai dit tantôt, en 1996, un an après, c'est-à-dire là où on est aujourd'hui, nous avions déjà produit à partir de 4 000, on était déjà à 10 000 tonnes de coton. Pour en arriver à 40 000 avant mon départ, il faut s'occuper des Guinéens. Ce n'est pas ce débat à Conakry qui est stérile dont on ne sort pas. Il faut avoir la volonté d'en sortir parce que cela permettra de s'occuper du pays. Actuellement, on ne s'occupe pas du pays.
On s'occupe des discussions entre nous. Cela ne fait avancer rien du tout. J'ai vu, moi j'ai été le premier qui a été frappé par la manière dont on a enlevé. Je me suis rendu compte 2 mois après l'arrivée du CNRD qu'on avait enlevé le maire de mon village. À l'époque, je croyais que c'était le préfet. Après, je me suis rendu compte que ça venait de là-haut. Et ça a avancé un peu. À Conakry, je suis le seul parti dont on a renvoyé le maire. Les autres sont encore en place. Alors tu te demandes au fond, mais pourquoi est-ce qu'on est... Tout ça ne sert strictement à rien. On a besoin de mairie. C'est une gestion locale. Ouais. C'est très, très, très important. Les localités sont là. Ils veulent avoir des responsables auxquels ils s'adressent pour leur menu problème. Dans un pays où vous n'avez pas de route, où vous n'avez pas d'électricité, où vous n'avez pas de communication correcte avec ces gens, leur seul responsable qu'ils ont en face d'eux, ce sont ces structures. Vous les enlevez, vous mettez une délégation spéciale. La délégation spéciale ne représente personne, à moins que, comme l'a dit Kaba tantôt, ce ne soit pour envoyer les gens du CNOSC et tout ça, et préparer de futures élections dans ce cadre-là. Et là aussi, mais je vous dis tout de suite, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que ça veut dire que nous sommes dans du jacobinisme stricto sensu? Il devient le politiste. Non, c'est vrai, on se trompe les uns les autres. Nous pensons que nous avançons vers les élections, mais il y a un agenda caché que nous voyons venir petit à petit. Bien. Alors, monsieur... Un agenda caché, voilà, qui consisterait en quoi? À avoir un candidat CNRD pour la présidentielle. C'est clair. D'accord. Alors, monsieur allez-y, Mohamed. Monsieur le Premier ministre. Sur la même question, j'aimerais demander à monsieur Sidia si... Il ne reste que 5 minutes, parce que là, on a deux grandes questions. Comme le disait tout à l'heure Mme Makale, qu'il faille apaiser le pays, j'aimerais demander à monsieur Sidia si un gouvernement d'union nationale était possible pour aller dans le sens vers le souci, l'attente de Mme Makale. De l'apaisement général. La question, justement, c'est de savoir, est-ce qu'on veut apaiser? Est-ce qu'on veut vraiment se mettre au service des Guinéens? Makale a dit quelque chose d'extrêmement important. Si une telle position est prise, c'est bon sang, nous sommes tous des Guinéens et on peut renoncer d'ailleurs à beaucoup de choses pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. Effectivement. Beaucoup de choses. Mais nous ne sentons rien de ce côté. Il n'y a que de l'adversité. Il n'y a que de l'adversité. Si on n'en sort pas, je l'ai dit, on pense qu'on règle le problème parce qu'on nomme les gens par décret tous les matins. L'investissement privé ne se dirige pas vers la Guinée. C'est pas possible. Il n'y a pas moyen de le faire. Personne n'a besoin de te faire un cours d'économie sur ça. Vous voyez, vous tout seul. Je le dis toujours. Tu as $100 000 à Paris. Et puis on te dit, bon, tu vas à Dakar, à Abidjan, ou bien tu vas à Conakry pour investir ça. Où est-ce que tu vas aller? Eux-mêmes qui sont assis là, tous achètent des maisons ici aujourd'hui. Il y en a qui achètent à Dakar. Où ça, Abidjan? J'ai jamais vu un Sénégalais ou un Ivoirien venir acheter des maisons à Conakry. Ça veut dire que notre État fonctionne. Monsieur le Premier ministre, à Assini, à Grand Bassam? Pardon? À Assini, à Grand Bassam, vous voulez dire? Des achats de maisons. Des achats immobiliers. Pour qu'on les localise. Formel là-dessus, hein? Formel. Ah, vous êtes formel qu'il y a des achats, des opérations d'acquisition immobilière à Abidjan pour le compte des membres du CNRD ou des membres du gouvernement, en tout cas, ou des autorités. Je n'ai pas dit pour le compte de qui, mais en tout cas, ça s'achète beaucoup. Bien. Alors, les deux dernières questions. Talibé, c'est le club des nouveaux riches. Talibé Mohamed. Mohamed, sur la réduction du nombre de partis. Alors, monsieur le Premier ministre, l'une des recommandations des assises nationales, c'est la réduction du nombre de partis politiques. Est-ce que, selon vous, ceci constituerait un plan de liquidation visant particulièrement les leaders politiques? Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'un côté, on dit que tous les partis doivent être pris en considération et que les partis importants ne doivent pas considérer que c'est eux. De l'autre côté, vous dites qu'il faut en réduire le nombre. Sur quelle base on va le faire? C'est sur la base des élections qu'on peut réduire le nombre de partis. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas signer un décret pour dire que les partis tels ont disparu. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Bien. Alors, la dernière question. Alors, une question importante, celle liée à la médiation de la CEDEAO. On attend que le médiateur transmette son rapport à la conférence des chefs d'État. Mais en termes d'analyse, comment appréciez-vous les premiers pas effectués par Boni Yayi dans le cadre de cette médiation?
Écoute, il fait ce qu'il peut, parce que pour faire de la médiation, il faut que vous soyez deux. Il n'y a pas eu beaucoup de bonne volonté de la part de notre gouvernement de transition. En plus, nous sommes tombés dans une période où la CEDEAO était vraiment un peu secouée dans la mesure où on a eu un nouveau président de la commission, on a eu un nouveau président de la CEDEAO, dans la personne du président Mbalo, mais un nouveau président de la commission en la personne de Touré de Gambie. Et toute cette période-là a été un peu une période pendant 1-2 mois, une période de flottement. Donc c'est après qu'on s'est encore remis à parler du dossier Guinée. Donc j'estime que oui, il essaie de faire son travail. On se parle, hein, on est à écouter. Donc on se parle, mais bon, il faut encore que si vous voulez avancer, que vous soyez deux. Ce qu'il veut éviter, lui, c'est qu'il y ait une sanction. Bon, nous allons voir s'il va le réussir. Bien. Monsieur, c'est peut-être la toute dernière question. Hein. Oui, on a une minute. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez Alpha Condé, monsieur le Premier ministre? Non, il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Ah non, mais c'est une question. Moi, je suis d'accord en exil, mais je ne suis pas mort. Alpha a tenté de me faire vous êtes en exil. Vous êtes en exil, monsieur Touré. Vous êtes en exil. Vous venez de lâcher. Je considère que je suis en exil. Écoute, je n'ai pas de maison à Conakry. Vous voulez que j'aille pour rentrer? Il faut prendre les choses sérieusement. Je veux dire que il y a eu une tentative d'enlèvement contre ma personne le 16 octobre 2020. N'était la présence des femmes de Matam et de Kaloum surtout, était au nombre de 150 et autres. Peut-être que je ne serais plus là. Et à 4 heures du matin, ces gens ont débarqué, et puis bon, avec des pick-up et plus d'une douzaine d'escouades pour venir m'enlever. Et bon, moi je peux pas régler. Après, il a fallu 1 mois de négociation pour que Nana réussisse à me sortir de là. Donc avec le CNRD, je suis reparti à Conakry. Je ne savais pas que c'était pour me retrouver dans une situation comme celle où... Quand je partais de Conakry le 3 mars, honnêtement, c'était dans l'intention de venir voir de quelle manière je pouvais trouver un moyen de me loger décemment. Mais l'ambiance qui a été développée pendant toute cette période, vous dites, bon, mon bureau politique m'a dit, bon, attendez un peu, on verra bien ce qui va se passer avant que vous n'arriviez. Est-ce que vous estimez que vous et Cellou Dalein, vous êtes persécutés? Bon, écoute, hein, moi j'estime qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, j'estime que oui, ça c'est une persécution, on ne peut pas appeler ça autrement, hein. C'est clair. Bien. Un petit conseil, voilà, pas cher, si on peut le dire ainsi, à l'intention du colonel Mamadi Doumbouya, voilà, dans le sens à rectifier le tir, à reprendre la main sur le processus de la transition pour voilà, une issue heureuse pour notre pays. N'a qu'à écouter la déclaration de Mme Makale Traoré tantôt. Je crois que c'est très clair, hein. Pour un chef d'État, des fois, tel comportement peut servir. Vous comprenez? Le dialogue, c'est l'arme des forts. Ce n'est pas l'arme des faibles, c'est l'arme des forts. Donc, il faut pouvoir y aller. Je crois que Makale a vachement bien expliqué ça. Ouais. J'espère que le colonel l'a entendu et qu'il en fera au moins lui aussi là une vraie boussole, hein, pas comme l'histoire de la justice. Voilà, Kédi. Grand merci à vous. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, franchement, monsieur Sidia Touré. Merci. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir et donc sur cette antenne. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'était monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, ancien PM. Il était notre invité prestige en ce mardi. Grand merci à tous les 6. Oui, vous dites, cabinet? C'était de rappeler qu'on aura demain Ousmane Kaba. Bien, docteur Ousmane Kaba, voilà. Donc c'est important. Et tout va bien aussi. À Luntine, cette Ginit aussi, elle se prépare pour les prochains jours. Ça n'est terminé. Grand merci à toute l'équipe derrière la baie vitrée, Ibrahim Baben Diallo, Wali Design, Alpha Diaouné, le Smart Tech. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout, aux 4 coins du monde. Derrière nous, l'équipe d'Intégré avec Ousmane Tolo. Portez-vous bien. Au revoir. Restez sur Film FM. On se reprend demain quand il sera 8h. Mirador. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba.
Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.